L'ordre international unipolaire de l'après-guerre froide se décompose, donnant naissance à un monde multipolaire complexe. La fragmentation géoéconomique, les grands défis mondiaux et le rôle du dollar façonnent cette transition. Le découplage de la Chine, la situation macroéconomique mondiale et la position de l'Algérie dans ce contexte géopolitique et géoéconomique sont autant de facteurs clés à explorer dans notre analyse approfondie de la géopolitique stratégique mondiale. C'est la thématique clé de ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP, un rendez-vous hebdomadaire proposé par votre quotidien Al Watan, où des experts partagent leur vision et leur expertise. Prêts à faire le point de cette actualité ensemble? C'est parti! Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP. Une émission 100% digitale proposée par votre quotidien El Watan. Ce vendredi, notre thématique est différente. Nous allons parler de géostratégie mondiale. Pour traiter cette thématique, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous M. Abdelrahmi Bessaha, expert international en macroéconomie. M. Bessaha, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, madame. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, monsieur Bessaha, notre première question est par rapport au nouvel ordre international où l'unipolaire est en train de disparaître. Quels sont aujourd'hui les axes principaux de cette décomposition? Excellente question parce que le contexte international est absolument en effervescence. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que le monde unipolaire qui a succédé à la chute de l'ex-URSS est en voie de disparition. Pourquoi? Il est en voie de disparition d'abord à la suite d'une succession de chocs internationaux, chocs pétroliers, chocs sanitaires, chocs alimentaires, etc. Deuxièmement, du fait de la guerre en Ukraine qui se déroule sur le théâtre européen et qui a cristallisé les divergences entre le monde ouest et le monde de l'Est et qui, bien entendu, a été favorisé par la diminution de la globalisation, le recul du multilatéralisme, la montée des nationalismes, les sanctions internationales. Donc, nous constatons qu'aujourd'hui, il y a un monde non plus unipolaire, mais il y a un monde bipolaire qui est en train d'émerger. Il n'est pas encore très précis en ce qui concerne les contours, mais c'est une réalité qui s'impose au jour d'aujourd'hui. Mais justement, pourquoi cette fragmentation aujourd'hui? La fragmentation, d'abord, est au niveau de la gouvernance mondiale. Il y a une montée en puissance de la Chine, et la Chine, bien entendu, qui est la deuxième puissance mondiale avec 18 500 milliards de dollars de PIB comparé aux États-Unis, 25 000 milliards. Donc, vous avez deux puissances globales qui s'affrontent, qui ont une différente philosophie du développement, une différente philosophie politique et qui souhaiteraient, bien entendu, en ce qui concerne la Chine, de partager davantage la gouvernance mondiale. Donc vous avez un affrontement et autour de cet affrontement, vous avez bien entendu les alliances classiques. Vous avez autour du monde occidental, vous avez l'Europe, les États-Unis, le Canada, le G7, etc. Autour de la Chine, vous avez un grand nombre de ce qu'on appelle les nations du Global South, c'est-à-dire du Sud global, qui ne veulent pas se positionner par rapport à un groupe, par rapport à un autre, mais qui souhaiteraient se recentrer autour de la Chine et de l'Inde, etc., pour essayer de définir un monde où la gouvernance économique et politique est partagée. D'accord. Mais il y a déjà une concurrence entre l'Inde et la Chine. Bien sûr, il est clair que le monde alternatif n'est pas un monde qui est homogène, cohérent, mais au moins il y a une identité d'intérêt sur le point que le monde occidental ne peut pas continuer à dominer la gouvernance mondiale. Ne serait-ce que sur ce point, il y a bien entendu une convergence de vues entre ces pays-là. Donc, dans cette histoire en fait, de décomposition et de bipolarité, la question du dollar, le dollar dans tout ça, il y a aussi une volonté d'aller vers une dédollarisation. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le dollar encore a de beaux jours à vivre encore ou pas? J'entends beaucoup le concept de dédollarisation, mais ça, c'est des vieux pieux. En fait, dans la réalité,
si les États-Unis disposent de la monnaie de réserve, c'est tout simplement pour 3 raisons. Première raison, le dollar est à 55% dans les réserves mondiales. 2, le dollar, bien entendu, est backup par le plus grand système financier du monde. 3, aucune des monnaies qui pourraient être un concurrent n'a les moyens ni l'envergure de remplacer le dollar de sitôt, que ce soit le yuan chinois, l'euro, que ce soit les autres monnaies, aucun n'est en mesure. Faut-il rappeler qu'une monnaie de réserve, c'est vrai que c'est un privilège de battre monnaie, de voir sa monnaie utilisée par la planète, mais en retour, une monnaie de réserve internationale fait courir au pays qui l'émet un certain nombre d'obligations qu'aucun pays ne peut accepter au jour d'aujourd'hui, vu leur taille des systèmes financiers des autres pays. Pour ne pas trop tarder sur cette question de dollarisation, étant donné que ce n'est pas vraiment notre sujet, mais j'ai envie juste de vous poser une dernière question par rapport à ce sujet. On parle d'une monnaie mondiale qui n'appartiendrait à aucun pays. Est-ce que cela est possible? Non, ce n'est pas... Je n'ai pas entendu parler de ce genre de projet. Pour l'instant, il faut une monnaie, c'est quoi? C'est pour faciliter les échanges internationaux. Rappelons-nous que nous sommes dans le cadre d'une économie mondiale. Nous n'avons pas 2 systèmes économiques différents comme c'était à l'époque de la guerre froide. Nous avons une économie mondiale qui comprend bien entendu la Chine, l'Inde, tous les pays qui voudraient voir une meilleure gouvernance. En conséquence, il faudrait une monnaie qui puisse faciliter les échanges, qui puisse faciliter l'intégration économique. Donc, ce serait fatalement une monnaie d'un pays ou d'un autre. Pour l'heure, seul le dollar peut jouer cette fonction. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'en juillet 2023, le secrétaire général des BRICS, ou plutôt le vice-président de la Banque des BRICS, avait déclaré à juste titre « Focalisons-nous sur l'intensification des échanges entre pays du BRIC plutôt que de dédollarisation, qui est un sujet, qui est un objectif à très long terme. » Parce que le problème est comment créer une monnaie qui puisse être acceptée par tout le monde, mais surtout qui puisse permettre la fluidité des échanges. Et de vous à moi, y compris les pays qui poussent vers une dédollarisation, sont les premiers à se réjouir en privé qu'il n'y ait pas de dédollarisation, parce que dans la pratique, elle n'est pas faisable. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'une notre monnaie ne puisse pas émerger d'ici 5, 10, 15 ans. Le monde est en flux tendu, donc tout est possible. Mais pour l'heure, soyons réalistes, regardons les chiffres, regardons la réalité devant nous. Ce n'est pas pour aujourd'hui ni demain. D'accord, ok, très bien. Il y a aussi cette question de découplage de la Chine. Le découplage de la Chine fait partie en fait de cette fragmentation géopolitique et géoéconomique. Le découplage de la Chine a été commencé par les Chinois en 2005 qui voulaient réduire leur dépendance vis-à-vis du monde occidental qui leur a apporté beaucoup d'investissements, beaucoup de technologies et qui leur a facilité l'ascension pour devenir la 2e économie globale. Cependant, découplage, même les Américains ont leur propre stratégie qui est de baisser, je dirais, une dépendance économique. Mais l'un dans l'autre, soyons réalistes dans ce monde. Découplage, ça veut dire se désengager totalement, ce n'est pas possible. Rappelez-vous que l'économie chinoise, c'est quand même 85% des échanges mondiaux. Donc, au concept de découplage qui n'est pas réaliste, aujourd'hui, nous utilisons le concept de réduction des risques. Nous allons continuer à travailler avec la Chine, nous allons continuer à faire du commerce, mais en ayant des limites et des garde-fous. Que ce soit pour l'Europe, que ce soit pour les États-Unis, ils vont continuer à travailler et à investir avec la Chine, mais ça ne veut pas dire qu'on va se retirer en totalité. Ce n'est ni dans l'intérêt de la Chine, ni dans l'intérêt des États-Unis, ni dans l'intérêt de l'Europe, ni dans l'intérêt du monde. Voilà, donc on utilise le concept de gestion et réduction des risques. On continuera à travailler, on continuera à investir, on continuera à commercer, mais en mettant un certain nombre de garde-fous et en essayant de réduire les dépendances vis-à-vis de chacun. Alors, j'ai une question en fait qui me vient là maintenant. La situation de guerre dans plusieurs endroits du monde et l'impact, donc on est en train d'assister depuis déjà plus d'une année à la guerre en Ukraine, là avec la situation à Gaza,
et l'histoire aussi de Taïwan, qui pourrait éclater à tout moment. Alors aujourd'hui, est-ce que ces situations de guerre pourraient être en faveur ou en défaveur de l'économie mondiale? La guerre ne favorise pas l'économie. Elle favorise l'économie de guerre, mais elle ne favorise pas la prospérité mondiale. Et c'est vrai que la situation géostratégique mondiale, elle est tendue. Un grand foyer de tension en Chine, en mer de Chine, avec les tensions connues entre... Nous avons connu un pic de tension cet été au niveau entre Taïwan et la Chine. Il y a notre, bien entendu, théâtre de guerre en Europe, c'est la guerre en Ukraine depuis 2022, qui a fortement déstabilisé l'Europe. Et là, nous avons encore un autre point chaud au Moyen-Orient, avec le comportement d'Israël, qui est absolument inacceptable. Pourquoi? En fait, le conflit récent au niveau du Moyen-Orient est né du fait qu'on a voulu enterrer le fait colonial israélien. On a voulu enterrer la question palestinienne. On ne peut pas enterrer un fait colonial. Il y a un besoin pour la Palestine et pour les Palestiniens d'avoir leur patrie. Et il est normal aujourd'hui, après l'effervescence de la guerre, de se remettre à table pour régler ce problème du conflit palestinien qui est un conflit politique. On ne va pas le régler par la violence. Et il se trouve malheureusement que le gouvernement des Netanyahou, un gouvernement d'extrême droite, ne favorise même pas les intérêts d'Israël, ne favorise même pas les intérêts de la communauté juive. Je pense que politiquement, il est fini. Vous avez remarqué que dans le cabinet de guerre, il est encadré par 2 généraux qui mènent la guerre aujourd'hui et qui ne le prennent même pas en considération. Et je suis persuadé que ce bonhomme-là, il est fini s'il n'atterrit pas en prison. Ceci étant dit, il faut que le conflit palestinien revienne sur la table pour être réglé politiquement. Il faut que les Palestiniens aient leurs États. Ça, c'est très clair. Maintenant, nous constatons aussi l'hypocrisie occidentale. L'hypocrisie occidentale, d'un côté, on dit qu'il faut condamner la Russie pour avoir agressé l'Ukraine, mais on va tous... Mais on aide. Et en fait, l'Ukraine est le grand perdant parce que les armes qui devaient aller en Ukraine se retrouvent en Israël aujourd'hui. On espère que les tensions vont baisser et qu'il va falloir revenir à la table des négociations. Sinon, ce problème se reposera de nouveau et de nouveau. Une fois qu'on a rasé le territoire de Gaza, so what, et après? On n'a pas fait disparaître le problème politique. Donc voilà un peu comment je vois la lecture. Et vous avez parfaitement raison de dire, tous ces foyers de tension s'ajoutent en fait, il y a à peu près 500 foyers de tension. Ça, ce sont les foyers de tension les plus notables, les plus significatifs. Et ce n'est pas bon pour l'économie mondiale, ce n'est pas bon pour la paix. Le drame, c'est que dans ce monde géopolitique fractionné, il faut quand même coopérer parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent une coopération internationale, que ce soit le terrorisme, que ce soit la transition climatique, que ce soit les pandémies, parce que nous allons en avoir d'autres, que ce soit la situation monétaire et économique mondiale. Donc, dans ce climat de tension, il faut quand même trouver des points de rencontre pour essayer de faire face aux défis mondiaux. Excellent. Alors, ma dernière question, restons toujours dans la multipolarité, ou plutôt mon avant-dernière question. Donc, toujours restons dans la multipolarité. Elle mène justement à un paysage macroéconomique. Qu'en est-il réellement de ce paysage et qu'en est-il réellement de... Je voudrais préciser un point. Il est très dangereux pour le monde d'être un monde unipolaire. Il est très dangereux pour le monde d'être bipolaire. Il faut que le monde soit multipolaire et de toute façon, la réalité économique d'aujourd'hui fait qu'il devrait être multipolaire. Nous avons la montée de la Chine, nous avons la montée de l'Inde, nous avons la montée de l'Amérique latine, il y a aussi l'Europe. Donc, le monde serait mieux servi par un monde multipolaire à condition qu'il y ait une coopération internationale pour partager la gouvernance mondiale. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Vous avez l'ONU, vous avez le Conseil de sécurité qui représente le monde de 1945. Il y a des pays qui ont un droit de veto qui n'ont pas à l'avoir aujourd'hui. Le monde a changé, les pays ont émergé. Regardez les institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale est toujours dirigée par un Américain. Le Fonds monétaire international est toujours dirigé par un Européen. Pourquoi? Il y a des pays qui sont aussi solides que la France et nous avons besoin d'une nouvelle gouvernance mondiale. Mais il est clair qu'ils ne vont pas nous la donner. Quand on dit gouvernance mondiale, partage,
Il faut que ceux qui ont le pouvoir soient amenés à le partager et que ceux qui n'ont pas le pouvoir travaillent dans le sens pour le faire partager. Donc, ça va être une œuvre de longue haleine, mais c'est un chantier qu'il faut poursuivre. Le monde ne peut pas être dirigé de façon unipolaire. Très bien. L'Algérie dans tout ça? L'Algérie, bon, l'Algérie, elle opère dans un milieu international. L'Algérie a toujours su un savoir-faire en matière d'équilibre entre les grandes nations. Et je pense que c'est une politique qu'il faudrait poursuivre, mais surtout, dans la mesure où nous avons besoin de redéfinir notre modèle économique, nous gagnerons à coopérer avec toutes les nations du monde pour peu que ce soit dans l'intérêt de l'Algérie. Très bien. Inutile d'intégrer les BRICS? Non, pas du tout. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi on se souciait d'intégrer les BRICS. Parlons des BRICS. Les BRICS ont été créés en 2001 par un économiste de la banque Goldman Sachs, à qui on avait demandé une tâche précise. Où sont les marges de croissance au cours des 20 prochaines années? Les marges de croissance n'étaient pas au niveau de l'Europe, n'étaient pas au niveau des États-Unis. C'était des économies. C'était exactement en Asie, certains pays de l'Amérique latine, c'est pour ça qu'on a eu le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. La Russie venait de sortir de la guerre froide, elle venait de se restructurer et donc les marges de croissance étaient énormes, d'autant plus que la Russie est en train de faire des réformes structurelles. Alors ce concept est né, mais il se trouve que si nous faisons le bilan 20 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un arrimage, je dirais, de pays qui ont plus de dissemblances que de ressemblances. D'abord, vous avez des pays à des orientations politiques différentes. Deux, vous avez des pays à des niveaux de développement différents. Trois, il était impossible, vu leurs divergences politiques, de tomber d'accord sur un projet commun, d'autant plus que tout le monde connaît la rivalité incessante entre la Russie, entre plutôt l'Inde et la Chine. Et en fait, à part la création d'une banque de développement, qui est détenue à 51% par tous les BRICS, il n'y a pas de projet commun, non seulement de développement, il n'y a pas de projet commun aussi de partage de la gouvernance, et les BRICS ont compris que la gouvernance mondiale, ils n'allaient pas y accéder. Alors, son élargissement aujourd'hui, parlons-en très rapidement, son élargissement n'a pas répondu uniquement à des critères économiques, il a répondu à des critères stratégiques, il a répondu à des critères d'alliance régionale, et ce qui fait que nous sommes passés d'un attelage, je dirais, divers, dissemblables, à un autre attelage dissemblable. Et à la limite, il y a certains pays qui ont été admis, je ne comprends pas pourquoi d'autres n'ont pas été admis, y compris l'Algérie. L'Algérie n'a pas admis pour des raisons obscures et d'opacité. Ceci dit, moi je pense que mon pays sera mieux servi de se consacrer au développement de l'Algérie, à en faire un véritable pays émergent d'ici 2050. Ça, c'est le projet que je rêve de voir mon pays prendre pour faire évoluer l'économie, faire évoluer, créer les emplois, créer de la croissance, réduire la pauvreté et devenir une nation qui compte dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on compte au niveau planétaire par je dirais, le poids de son PIB, le poids de son économie, la densité de ses relations économiques. C'est ça la meilleure carte de visite, c'est l'humble avis d'un économiste privé. Monsieur Bessaha, merci d'avoir été parmi nous ce soir et de nous avoir éclairés. C'est ainsi que prend fin ce numéro de ce vendredi. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine.